Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence en ligne pratique dentaire consacrée au diabète et la prise en charge des patients diabétiques au cabinet dentaire. Le diabète, c'est bien sûr une maladie chronique qui touche 10% des adultes français, donc c'est-à-dire 4 millions de personnes, et dont 1 million ne sont pas diagnostiqués, donc une vraie problématique. Et bien sûr, des liens avérés avec les maladies parodontales dans les deux sens. C'est quand même toujours intéressant en tant que professionnel de santé de se remémorer les différentes complications du diabète, comment ça se détecte, comment on peut soigner, et surtout, est-ce que les diabétiques nécessitent une antibioprophylaxie par rapport à certains soins, une prise en charge particulière. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. C'est important d'apporter un éclairage par rapport à notre pratique. Et pour répondre à toutes ces questions pratiques, eh bien, on a fait appel au docteur Jacques Bessade, qui est un chirurgien dentiste à Paris, expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Paris et délégué de Leader Diabète Paris, qui est une association qui nous présentera pour évoquer les dépistages qu'il organise. Peut-être que d'ailleurs certains étaient présents au dernier congrès de l'ADF et ont vu ça en pratique. Ça a eu un énorme succès, peut-être qu'il y reviendra. Je vous laisse avec le docteur Bessade. Je suis ravi de vous retrouver avec l'UFSBD. C'est ma première conférence dans ce cadre-là. Nous avons, l'UFSBD et Leader Diabète, établi des passerelles pour nous concentrer sur les dépistages du diabète sur Paris. Pourquoi le diabète? Parce que, en tant que professionnel de santé, je suis rentré il y a plusieurs années dans une très grosse association caritative qui est le Lions Club. Je pense que tout le monde en a au moins entendu parler une fois, mais c'est pas obligatoire, bien entendu. C'est une très grosse association caritative internationale, présente dans 250 pays, 1,5 million de membres et 25 000 en France. Alors, le Lions a des priorités, dont le diabète fait partie. Et au sein de la galaxie des associations partenaires du Lion, il y en a une dont la vocation, depuis 2008, ça commence à faire un bail, est d'organiser partout sur les territoires de France des dépistages du diabète, comme celui auquel vous avez peut-être participé ou assisté lors de notre congrès de l'ADF en novembre dernier. Donc là, en tant que délégué Leader Diabète Paris, eh bien, nous avons pu relever la glycémie capillaire sur 2000 personnes, que ce soit des chirurgiens dentistes, des industriels, des assistantes. Et avec, ça c'est quand même le côté essentiel de ce dépistage, c'est-à-dire la question c'est pourquoi on fait un dépistage? Tout simplement parce que, comme l'a dit Samy tout à l'heure, il y a 4 millions de patients diabétiques en France, mais il y a 1 million de Français qui sont atteints sans le savoir. Et c'est bien sûr ceux-là que nous cherchons à identifier. Et lors de l'ADF, nous en avons identifié 163 sur 2000. Et que la prévalence est vraiment importante. Donc ce sont des personnes qui sont en bonne santé, tant qu'ils sont à un stade évidemment débutant, de prédiabète, on va dire. Malheureusement, on sait que ce temps de montée en puissance du diabète peut s'étaler sur plusieurs années. Parfois, c'est plus court. Et au final, le danger maximal est représenté par des complications dont nous parlerons tout à l'heure, qui sont extrêmement lourdes et handicapantes et qui mènent évidemment au décès. Donc, c'est important. Diabète et odontologie, tout simplement parce qu'il est coutume de dire que, justement, au sujet de ces complications, la parodontite, que vous et moi connaissons tous les jours de près, eh bien, c'est la 6e complication du diabète. Et nous allons voir que diabète et parodontite sont extrêmement liés, à un point que personnellement j'ignorais avant de m'intéresser à ce sujet, et c'est précisément pour ça que j'ai trouvé utile de partager avec vous les connaissances que j'ai pu acquérir sur ces points ces derniers temps. Ça fait 3 ans que je m'intéresse au diabète. Et c'est vrai que, comme la plupart des praticiens, pour moi, un patient diabétique, c'est un patient qu'on met sous antibiotiques quand on va l'opérer, et puis voilà.
Ça n'allait pas beaucoup plus loin et je n'avais assez peu de connaissances finalement sur les complications du diabète et sur ce que vivaient les diabétiques. Alors maintenant, évidemment, du fait de ces fonctions que j'occupe aujourd'hui depuis 3 ans, je rencontre beaucoup de diabétiques, j'entends beaucoup de diabétiques m'expliquer comment ils vivent avec leur maladie, et c'est vraiment quelque chose de très très lourd. On ne guérit jamais de cette maladie, c'est vraiment quelque chose de terrible. Il y a une vie avant et il y a une vie après. Alors on va commencer par le commencement en vous dressant un petit tableau de ce qu'est vraiment le diabète aujourd'hui dans le monde. Tous les chiffres que je vous donne sont issus de l'Atlas 2021 de International Diabetes Federation, qui est une association tout à fait sérieuse et documentée, qui permet de se faire une idée assez précise du profil du diabète actuellement dans le monde. Nous avons 537 millions d'adultes diabétiques, avec une prévalence qui est en hausse continue, qui sera de 11% dans les années 2030, et de 12% dans les années 40. Le diabète, c'est, maintenant que tout le monde connaît par cœur le mot de pandémie, le diabète, c'est la première pandémie mondiale non contagieuse. Avec un défaut majeur, c'est qu'on n'en guérit jamais. 240 millions de personnes diabétiques ne sont pas identifiées actuellement dans le monde, c'est-à-dire un adulte sur 2 quand même, il faut voir les choses. 6,7 millions de personnes en meurent chaque année, soit une toutes les 5 secondes. Le diabète de type 1 touche plus d'1,2 million jeunes. Nous verrons les différentes catégories de diabète dans un instant. Et nous avons 184 000 nouveaux cas de ce type 1 chaque année. Vous voyez, la prévalence étant même phénoménale. Et paradoxalement, c'est pas celui-là qu'on va croiser le plus souvent dans nos cabinets, c'est le type 2, parce que il est majoritairement représenté, 90% chez les adultes ont un diabète type 2, le plus souvent traité ou inconnu. C'est bien ça le problème. 11% des diabétiques européens, 11% des Européens sont diabétiques, ça fait quand même 61 millions de personnes, avec une proportion qui est évaluée pour les non-identifiés à 36%, ça fait 22 millions de non-identifiés, et un coût global, on n'a pas encore parlé d'argent, mais le coût global du diabète en Europe, c'est 190 milliards d'euros par an. Le diabète a tué 1 million de personnes en Europe en 2021. En France, on considère que 10% des adultes sont diabétiques. C'est énorme. 40 000 nouveaux cas de type 2 apparaissent chaque année, le plus souvent non identifiés. Le coût individuel d'un traitement en France est de 5 400 € par an. C'est pris en charge, bien sûr, par l'assurance maladie. Mais au final, si on considère non seulement le traitement des diabétiques, mais la prise en charge des complications du diabète, le budget total de la prise en charge du diabète par l'assurance maladie est de 21 milliards chaque année. Et ça ne peut aller que vers le haut. Et malheureusement, 87 500 personnes en sont mortes et en meurent en moyenne chaque année. Le diabète, c'est une maladie chronique, évidemment grave, compte tenu des complications dont on va parler, qui se déclare quand le pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du pancréas qui autorise la transformation du glucose en énergie. Un défaut dans la production d'insuline conduit à l'hyperglycémie, qui est le signe clinique du diabète. La glycémie, elle est classiquement supérieure à 1,26 g par litre à jeun, un peu supérieure à 2 grammes par litre en journée. On parlera de l'hémoglobine glyquée tout à l'heure, qui doit être aux environs de 6,5%. Le diabète existe sous plusieurs formes. D'une part, le diabète de type 1 ou juvénile, insulinodépendant, avec une glycémie typique entre 0,7 et 1 g par litre à jeun. Des signes cliniques tout à fait caractéristiques, polyurie, polydipsie, faim, perte de poids, bouche sèche, fatigue, trouble de la vision. Ça, c'est assez caractéristique.
Le diabète type 2 survient plus tard dans la vie. C'est un problème acquis, aux environs de la quarantaine. Une glycémie qui est à peu près identique entre 0,7 et 1,2 grammes par litre à jeun. En dessous de 0,7, c'est l'hypoglycémie, vous l'avez compris. La plupart des patients se repèrent à leur surcharge pondérale. Ils ont une vie qui est très sédentaire. C'est évidemment le mal qui doit être un des symptômes qui doit être un des critères plutôt qui doit être pris en charge. Il faut pousser ces gens à faire un peu d'exercice, ne serait-ce qu'une demi-heure de marche. C'est déjà beaucoup pour ces gens qui, en général, ne font rien du tout. Donc, il y a très peu de symptômes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut se passer 5 à 10 ans avant que le diagnostic soit porté. Et malheureusement, plus la maladie sera diagnostiquée tard, plus la probabilité de survenue d'une complication dramatique est élevée. Dernière forme du diabète, le diabète gestationnel, qui survient dans 5 à 10% des grossesses et qui, heureusement, le plus souvent, disparaît après l'accouchement. Mais pas toujours, mais souvent. Les principales complications, alors les 6 complications, on va finir par la parodontite, mais on va commencer par les neuropathies. Les neuropathies, ben voilà, on a des patients qui commencent à avoir des nécroses au niveau des orteils, des nécroses qui sont pas forcément douloureuses, hein, c'est précisément le danger, et qui vont conduire à des amputations très nombreuses chaque année, 8000, l'orteil, le pied, malheureusement parfois par la jambe, et on parle pas des accidents de la route, hein, on parle des amputations liées au diabète. Donc, 5 à 10% des diabétiques auront un jour une amputation d'un orteil le plus souvent, mais parfois d'une jambe. Les rétinopathies, eh bien, le diabète, c'est la première cause de cécité. Ça concerne la moitié des diabétiques. Un quart d'entre eux sont aveugles. Les néphropathies, eh bien, le diabète, c'est malheureusement la première cause de dialyse rénale. Le risque d'AVC est très élevé, multiplié par 2 chez les diabétiques, de même pour l'infarctus du myocarde. Et enfin, la 6e complication du diabète, la parodontite. Voilà les chiffres officiels qui sont disponibles à la Fédération internationale des diabètes. Vous voyez qu'en France, nous avons 3 942 000 personnes diabétiques en 2021, avec un nombre de décès de 87 434. C'est assez épouvantable. Et un coût par patient qui est en 2021 de 5 760 € pour 22 milliards 7 de budget global de traitement. Le patient diabétique est soumis à un suivi médical, bien sûr, et qui va comprendre classiquement un bilan dentaire tous les 4 mois, un fond d'œil, le risque de rétinopathie, vous l'avez compris, au moins une fois par an, l'électrocardiogramme de la même manière, le bilan rénal, le bilan lipidique de la même manière, le dosage de l'hémoglobine glyquée, ça on va beaucoup en parler, c'est 3 fois par an. Et le diabète sera équilibré si cette hémoglobine est comprise entre 6 et 7. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Les examens du pied, encore une fois, hein, les nécroses arrivent au niveau de la base des orteils, mais sans douleur pour le patient. Et évidemment, l'autosurveillance du diabète au quotidien par le patient. Comme je vous ai dit, les gens vivent avec leur diabète d'une façon assez intime. Quels sont les rapports entre la parodontite et le diabète? Eh bien, ils vont dans les deux sens. La parodontite aggrave le pronostic du diabète. Le diabète aggrave le pronostic de la parodontite. Et le diabète va modifier la prise en charge, donc, de la parodontite. Les effets du diabète sur la parodontite, quels sont-ils? Alors là, on a des études intéressantes où la Fédération européenne de parodontologie a publié conjointement avec la Fédération internationale du diabète. Les patients diabétiques ont 3 fois plus de risques de développer une parodontite, donc une prévalence très élevée. L'hyperglycémie aggrave
le risque et la sévérité de la parodontite. L'alvéolyse sera proportionnelle à l'hyperglycémie. Les diabétiques équilibrés ne sont pas plus sujets à la parodontite que les autres. Donc, tout intérêt à avoir un traitement efficace, pas toujours facile à obtenir, pour avoir cet équilibre glycémique qui est forcément fluctuant suivant les patients en fonction des prescriptions médicales. Les effets de la parodontite sur le diabète, eh bien, les patients sains atteints de parodontite sont forcément plus exposés au risque diabétique. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Et plus la parodontite sera sévère, plus le risque diabétique sera élevé. La parodontite est associée à un plus mauvais contrôle de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée. Là encore, il faut vraiment que les patients, mais ils arrivent très rapidement à le devenir, soient très observants et très disciplinés dans ces contrôles. La parodontite associée au diabète augmente les risques de complications et augmente la mortalité. Donc c'est loin d'être neutre, hein. Cette fameuse hémoglobine glyquée HbA1c se mesure en pourcentage et elle mesure la moyenne des glycémies des 3 derniers mois. C'est pas une prise de sang telle qu'on pourrait l'imaginer qui nous donne un dosage en grammes par litre. Non, c'est un pourcentage. Alors on fait une prise de sang, on n'a pas besoin d'être à jeun et ces gens-là font ça en général tous les 3 mois. C'est le minimum 2 fois par an chez le diabétique. La plupart des patients qu'on peut croiser diabétiques vous disent « Oh, j'ai fait mon hémoglobine glyquée il y a 3 mois, le prochain va pas tarder ». On sait aujourd'hui qu'une augmentation de 1% de l'hémoglobine glyquée est associée à une aggravation de la perte d'attache parodontale de 0,7 mm. Vous voyez, les études sont précises et de plus en plus précises. C'est assez récent, hein, vous avez vu, c'est 2018. Alors voilà le tableau de l'hémoglobine glyquée. Donc lorsqu'on est dans le jaune, on est pas mal, hein. Évidemment, quand on est dans le vert, on est très bien, hein, mais disons qu'entre 6,5 et 7,5, ou 6 et 7, tout le monde est content. Je vous ai dit, la glycémie est à 1,26, donc avec une hémoglobine glyquée de 6. Très bien. Lorsque le taux d'hémoglobine glyquée est de 7%, comme vous voyez, eh bien, c'est comme si l'ensemble des glycémies des 3 derniers mois avait donné un résultat d'1,54 g par litre. Au-delà de cette valeur 7, on rentre dans des glycémies élevées, très élevées, anormalement élevées, et c'est précisément là que nous intervenons, et vous allez voir comment. Parodontite et diabète. Alors, la profondeur des poches des diabétiques est plus élevée de 0,61 mm que celle des non-diabétiques. La maladie s'exprime d'une façon plus agressive. Les diabétiques présentent une perte d'attache qui est quasiment de 1 mm de plus de profondeur par rapport aux non-diabétiques. Ils perdent 2,2 dents de plus que les non-diabétiques. L'auteur ne dit pas à quoi correspond le 0,2. Les diabétiques ont 34% de risque supplémentaire de développer une parodontite. Donc, c'est vraiment élevé. Un patient avec une parodontite modérée a 28% de risque de plus de développer un diabète, alors qu'il monte à 53% lorsqu'il s'agit d'une parodontite sévère. La prise en charge du patient diabétique permet de réduire le taux d'hémoglobine glyquée dès la mise en place de la thérapeutique initiale. Dès l'instant que cette thérapeutique initiale est mise en place, dans les mois qui vont suivre, le patient, lors de ses contrôles, va pouvoir mesurer que son hémoglobine glyquée, qui partait de haut, va descendre petit à petit, rejoindre des valeurs plus proches de 6. Et ça, c'est grâce à notre prise en charge. Et du coup, ce patient, s'il pouvait être éventuellement difficile à équilibrer, va devenir plus facile pour le médecin à équilibrer.
Les soins parodontaux sont pris en charge pour les patients en affection de longue durée depuis 4 ans. Donc ça, je pense que tout le monde connaît la nomenclature. Mais il faut aller plus loin. Pourquoi? Parce que la prise en charge des facteurs de risque qui sont communs à l'ensemble des comorbidités par l'ensemble des professionnels de santé va limiter leurs impacts sur la santé générale. C'est-à-dire, on ne peut pas se focaliser exclusivement sur le problème de la parodontite. On est obligé de regarder ailleurs. Et Bouchard disait déjà en 2014 que les rapports entre l'athérosclérose, la parodontite et le diabète sont très étroits. Le diabète aggrave la sévérité de l'athérosclérose d'un facteur de 2,5. Porphyromonas gingivalis, une des bactéries agressives typiques de la parodontite, aggrave aussi le risque d'accident vasculaire qui est lié à l'athérosclérose. Donc tout se tient. Et il nous faut donc associer à notre prise en charge parodontale l'information délivrée au patient qui va permettre pour lui de mieux comprendre les différents facteurs, les comorbidités qui s'associent pour aggraver le profil médical de ce patient. Alors, nous en avons de toutes sortes, hein, l'hypertension, l'obésité, la dyslipidémie, le stress oxydatif, l'inflammation chronique, les maladies cardiovasculaires. Tous ces facteurs sont des facteurs pour lesquels nous allons devoir prendre un tout petit peu de temps pour argumenter et motiver le patient. Il n'y a pas que la parodontite, évidemment elle est essentielle, mais néanmoins, il faut les inciter à modifier leur façon de s'alimenter, à faire de l'exercice, hein, on le répète tout le temps, mais c'est précisément pour ça qu'on le répète, c'est parce qu'à force de le répéter, les gens le font. Et on a une publication intéressante en 2015 de Lala qui dit qu'en effet, l'éducation thérapeutique est essentielle. Il faut cibler, que ça soit le diabétologue, le médecin de famille ou le chirurgien dentiste, tout le monde doit cibler ensemble les facteurs de risque communs associés au diabète. On peut parfaitement faire des mesures de la glycémie au cabinet, hein, si on fait, nous, des glycémies capillaires au bout du doigt avec un glucomètre, on peut très bien le faire aussi au cabinet. Et il faut évidemment s'inquiéter de connaître le taux d'hémoglobine glyquée d'un patient quand on mesure une glycémie supérieure à 1,26 g, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était la norme. Donc voilà, ça c'est très important. On a bien vu que lorsqu'on avait affiché cette hémoglobine glyquée et qu'on l'a identifiée avec ces valeurs, on peut à ce moment-là mettre en évidence des patients qui ne savaient pas qu'ils étaient diabétiques, donc l'identification de ces patients en pré-diabète, ou carrément diabétiques, sans le savoir, avec des hémoglobines glyquées supérieures à 6,5, plutôt vers 7, là, forcément, il va falloir faire quelque chose. Donc, ces recommandations sont essentielles, qu'il s'agisse de l'alimentation, de l'exercice physique, du brossage, des techniques de brossage, d'élimination de la plaque. Tout ça concourt à améliorer le pronostic du patient, car l'ensemble des facteurs de risque sont ainsi pris en compte. Et on a mesuré dans l'étude de Lala de façon très simple qu'au bout de 6 mois, la moitié des patients ont changé au moins une de leurs habitudes. 26% ont perdu du poids, 22% ont amélioré leur alimentation et 42% font de l'exercice. Donc, c'est loin d'être neutre. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être intéressants, comme la vitamine D. La vitamine D est une vitamine tout à fait extraordinaire qui agit sur l'immunité, qui réduit l'inflammation générale et, en ce qui nous concerne, en particulier, l'inflammation parodontale. Sachez que plus de 80% des Français sont carencés de façon permanente en vitamine D. Et que la moyenne nationale faite lors des dernières publications de l'Institut de veille sanitaire en 2012 était de 23 nanogrammes par millilitre. 23 nanogrammes, c'est juste en dessous de la normalité, hein. Donc, c'est vraiment pas énorme.
La vitamine D agit sur le métabolisme osseux, ça tout le monde le sait. Et donc, il faut pas hésiter à supplémenter nos patients. Cette carence en vitamine D va être associée à un risque élevé de développer une résistance à l'insuline, on le sait aujourd'hui. Et donc, supplémenter en vitamine D le diabétique de type 2, eh bien, ça concourt, c'est pas magique, mais ça concourt à freiner la dégradation du métabolisme du glucose. Un consensus dans le monde médical est apparu il y a presque une dizaine d'années. Tous les sujets de plus de 65 ans devraient être systématiquement supplémentés en vitamine D, et j'insiste là-dessus parce que souvent on me pose la question et donc il faut bien se garder ça en tête, sans avoir besoin de faire le dosage sanguin au préalable. Pour la bonne raison que vous avez 8 chances sur 10 de constater que le patient est en effet carencé. Donc, c'est devenu un tel lieu commun que l'assurance maladie l'a déremboursé il y a quelques années. Donc, c'est pas la peine c'est pas que ça coûte une fortune, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on part du principe que tous les patients d'un certain âge sont carencés et qu'on doit les aider à booster leur immunité, à lutter contre l'inflammation générale, entre autres parodontale, grâce à ces supplémentations de vitamine D. Sachez que si vous mettez en place une supplémentation de vitamine D avec, par exemple, des ampoules du V-Dose, les ampoules, c'est sympathique, sauf que c'est moyennement efficace. Pourquoi? Parce que c'est une dose unique par mois. Et les spécialistes nous apprennent que les doses devraient être en apport quotidien et qu'il faudrait au moins avoir 1000 unités internationales par jour. Donc, on trouve sur des sites sur Google ou dans les bonnes pharmacies des produits qui sont dosés avec plusieurs milliers d'unités internationales par jour. Et ça, il faut le prendre tous les jours. Mais attention, c'est pas tout. Il faut savoir aussi que la supplémentation en vitamine D doit toujours être associée à la supplémentation en magnésium. Pourquoi? Parce que l'un a besoin de l'autre pour son métabolisme. Donc, si vous prenez de la vitamine D sans magnésium, ça part dans les urines. Donc, ça sert pas à grand-chose. Donc, souvenez-vous de ça. Supplémentez, oui, quotidiennement et avec du magnésium. En général, la plupart des patients prennent des comprimés dosés à 200 mg de magnésium au quotidien, en même temps que leur comprimé à X milliers d'unités internationales par jour en vitamine D. On va cibler dans ce dosage, dans cette supplémentation, bien entendu, les patients diabétiques, mais aussi les patients hypertendus, les patients en ostéoporose, forcément, les patients en cholestérol supérieur à 1,8 g, donc on voit bien l'idée, et puis les patients qui ont eu un traitement pour les cancers du sein ou de la prostate, puisque les médicaments qu'on donne sont des grands destructeurs de vitamine D. Donc, il faut là supplémenter à haute dose. Et au sujet de la dose maximale, vous trouverez beaucoup d'informations là-dessus, sauf que personne ne le sait en vérité, puisque il y a beaucoup de personnes qui prennent plus de 10 000 unités par jour depuis des années, en particulier du fait du Covid. On s'est aperçu que c'était un booster d'immunité à cette occasion. Il y a eu énormément de publications sur le sujet et pour l'instant, eh bien, il n'y a pas on n'a pas identifié quelle pouvait être la dose qui correspondrait à un surdosage. Donc, il faut se détendre de ce côté-là. Autant pour d'autres vitamines ou d'autres hormones, on connaît ces paliers, autant pour la vitamine D, on ne le connaît pas. Et puisqu'on en parle, voilà la vitamine C. La vitamine C, c'est aussi un antioxydant primaire, tout à fait intéressant. Et on a parlé du stress oxydatif tout à l'heure. Le stress oxydatif, c'est l'ennemi du diabétique. C'est-à-dire que c'est hyperglycémiant. C'est un patient diabétique est un patient qu'on va soigner dans un climat de détente et qu'on va pas brusquer ou stresser parce qu'on va le mettre en hyperglycémie. C'est sûr. Donc, souvenez-vous de ça, on en reparlera tout à l'heure dans la prise en charge du patient diabétique. La vitamine C, donc, c'est un antioxydant primaire
Et nous savons que les diabétiques type 2 ont des niveaux de vitamine C inférieurs de 30% à ceux des patients non diabétiques. Donc là aussi, évidemment, ça suggère qu'une supplémentation en vitamine C pourrait se révéler très, très bénéfique à ces patients. Alors, on a une revue de littérature que j'ai trouvée judicieuse de vous présenter concernant les rapports du diabète et de l'implantologie, parce que là aussi, on se pose beaucoup de questions. C'est pas quand on va faire 3 composites sur un patient diabétique qu'on va commencer à réfléchir, mais en implantologie, il peut y avoir quelques surprises. Donc, un certain nombre de choses sont établies. On sait qu'une mauvaise hygiène, des antécédents de maladies parodontales ou de maladies systémiques comme le diabète peuvent influencer les résultats du traitement. Et non seulement du traitement dans sa phase de démarrage, mais également dans sa maintenance. Et voilà pourquoi la prévalence de la périimplantite risque d'être impactée par cette pathologie. Alors, j'ai fait cette revue de littérature en vous présentant les publications les plus récentes. En voilà une revue systématique de 2016, pour laquelle on voit que la conclusion peut se lire de cette façon. Lorsque le diabète est bien contrôlé, que le traitement implantaire reste une procédure sûre et tout à fait prévisible, avec un taux de complication tout à fait comparable à celui des patients non atteints. Donc, on est bien. Il n'y a aucun sujet. Il n'y a aucune raison de ne pas faire profiter les diabétiques traités et équilibrés de la thérapeutique implantaire. Une autre étude de 2018, là aussi, une étude rétrospective à long terme, donc très intéressante, un suivi de 8,7 ans en moyenne, avec des taux de survie implantaire sur 169 patients de 94%, tout à fait classique. On voit qu'il n'y a pas de différence entre les diabétiques et les non-diabétiques, donc la conclusion, c'est celle-ci. Le taux de survie implantaire est tout à fait comparable à celui des patients non-diabétiques, particulièrement dans une situation clinique particulière qui est celle de l'implantation après extraction à 6 mois par rapport à l'extraction implantation immédiate. Donc, vous voyez, chez les patients diabétiques, même parfaitement équilibrés, on va privilégier la prudence. Chez les diabétiques type 2, c'est de ceux-là dont je vous parle. Ça, c'est important. On va préférer attendre, laisser cicatriser les extractions et attendre 4 à 6 mois avant d'implanter. Une nouvelle publication de 2000, là aussi, un contrôle optimal de la glycémie est associé à des taux de succès proches de 100% chez les diabétiques. On le savait, mais ça confirme. À nouveau, une étude multicentrique sur 248 patients de 2020. La maintenance régulière et adaptée au profil du patient diabétique s'impose. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. On pense que les implants, une fois que c'est posé, c'est pour la vie. Oui, mais on peut espérer que ça va l'être dans un certain nombre de cas, heureusement. Mais cependant, la clé du succès à long terme, c'est la maintenance. La maintenance au quotidien, le patient chez lui avec son jet dentaire, ses brossettes et sa brosse à dents, et la maintenance chez le praticien, dont la cadence sera liée au risque chez ce patient. Donc là, on est chez des patients diabétiques, donc des sujets à risque, et donc des sujets qu'on va revoir sans hésiter 2 à 3 fois par an, forcément. Et si jamais on s'est lancé dans un cas un petit peu délicat chez un patient pas forcément bien équilibré, eh bien, on va augmenter la cadence. On va les voir 4 fois par an, tous les 3 mois. Et donc ça fonctionne. Au même titre qu'on va maîtriser un peu mieux la stabilité de leur hémoglobine glyquée, eh bien, on va aussi prendre dans une certaine mesure un certain contrôle sur l'apparition éventuelle d'une périimplantite. Alors, en voici une de 2021. Il nous dit que le patient diabétique est plus exposé. Alors, en effet,
on comprend bien qu'avec les troubles vasculaires et l'exposition à l'inflammation chronique liée au diabète, eh bien forcément, le patient diabétique est évidemment plus exposé. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire bénéficier un patient diabétique d'un traitement implantaire, mais que cela doit s'accompagner, encore une fois, d'une information, une information précise. Oui, il y a un risque. En même temps, les années de gagner sont des bonnes années. Il n'y a pas de raison de s'en priver, mais ça fait partie de l'information qui est due au patient du fait de son état de santé. Et donc, les publications que je vous donne nous montrent bien que tout ça, on le sait. On sait très bien que la maintenance régulière pour vérifier le saignement au sondage, voir la perte osseuse autour d'un implant avec une simple radio rétroalvéolaire et les contrôles d'occlusion sur les prothèses implantoportées, tout ça, ce sont des éléments essentiels qui permettent de savoir si l'implant va bien et si son avenir est à peu près maîtrisé. Une nouvelle revue systématique, une méta-analyse de 2021, qui nous conclut la chose suivante: il y a plus de complications implantaires chez les patients diabétiques. Et oui, c'est le problème, hein. Et là encore, quand le taux d'hémoglobine glyquée va augmenter, eh bien, le saignement des tissus périimplantaires va augmenter aussi. C'est logique, l'inflammation va augmenter en parallèle. Donc, attention aussi à ce suivi. Une étude de 2021 à nouveau, sur 357 implants suivis pendant 7 ans. Et cette étude nous apprend qu'une hémoglobine glyquée proche de 7, évidemment, offre un meilleur pronostic implantaire, en particulier pour des restaurations fixes au maxillaire. Car le maxillaire a démontré plus de pertes osseuses chez les diabétiques que la mandibule, sans doute du fait d'une moins bonne densité. Il nous indique également, ces auteurs, que les prothèses scellées devraient être préférées aux prothèses amovibles sur implant. Voilà l'intérêt des revues de littérature, on apprend des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Une publication récente de l'année dernière, là aussi, le contrôle glycémique permettrait de limiter le taux d'échec, mais ne l'éliminerait pas complètement. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on s'y mette beaucoup. Quand vous faites vous voyez, les auteurs sont très nombreux. Pourquoi? Parce que oui, on peut faire une mesure de glycémie le jour de l'intervention. Bon, c'est pas très pratique parce que, à vrai dire, si vous avez planifié une intervention chez vous, que vous faites une glycémie, que le patient est à 1,50 et que vous la reportez, votre cabinet va avoir des problèmes de fin de mois. Donc, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux se fier à l'hémoglobine glyquée rapportée par le patient régulièrement. Et si vraiment on a un doute sur un patient stressé, qui se met à transpirer beaucoup, qui va pas bien, qui est angoissé, on le rassure. On peut faire une mesure de glycémie capillaire avec un petit glucomètre au fauteuil, mais ça va pas. Je pense pas que ça va changer grand-chose. Ce qu'il faut en fait, c'est qu'il faut taper dans une fenêtre où la glycémie est maîtrisée. Et ça, en fait, l'information initiale, l'accompagnement du patient, le climat dans lequel les choses se font joue beaucoup pour, entre guillemets, déstresser ces patients et éviter de leur faire connaître des pics d'hyperglycémie qui seraient néfastes à l'ostéo-intégration. Une nouvelle étude de 2022, revue systématique: la thérapeutique implantaire reste le plus sûr moyen de réhabilitation orale chez les patients diabétiques ou prédiabétiques, aussi longtemps que la maintenance et le contrôle sont optimisés. Vous voyez, tout le monde va dans le même sens, il n'y a aucun doute. Ça, c'est clair. La mise en place d'un protocole anti-infectieux préopératoire s'impose, tel qu'une antibiothérapie, une désinfection initiale à la chlorhexidine ou à la bétadine. Mais ça, évidemment, c'est irremplaçable. Ça, c'est absolument certain. Une nouvelle étude de 2022 à nouveau, revue systématique concernant les rapports entre diabète et périimplantite. Les signes cliniques de la périimplantite sont plus fréquents chez les diabétiques non équilibrés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est clair et net. Alors, la prise en charge, quelle serait-elle?
Eh bien, lorsqu'un patient est candidat aux implants et qu'il est diabétique, il faut forcément commencer par la prise en charge parodontale. Ça, c'est certain. Pourquoi? Pour améliorer son hémoglobine glyquée, entre autres. Il faut lui délivrer une information spécifique sur les rapports entre diabète et parodontite d'une part, sur le risque de parodontite par rapport au traitement implantaire et sur le risque de survenue d'une périimplantite éventuelle au décours des années qui suivront du fait d'une instabilité de l'hémoglobine glyquée. Cette hémoglobine glyquée doit être contrôlée tous les 3 mois. Lorsqu'elle est supérieure à 7, comme je viens de vous le dire, il ne faut pas hésiter à différer l'intervention et à reprendre la thérapeutique parodontale pour la faire à nouveau baisser. Évidemment, c'est sur ces facteurs-là qu'on va pouvoir jouer. Indépendamment de l'acte, on va contrôler les facteurs de comorbidité, l'hypertension, le tabac, le stress, l'hyperlipidémie, le cholestérol. Mettre en place les supplémentations adaptées en vitamine D et en vitamine C. Ajuster avec l'aide du médecin traitant ou du diabétologue le dosage des médicaments hypoglycémiants. Les interventions seront programmées, les interventions chirurgicales, après les repas, de préférence le matin, parce que c'est le pic vers 8-10 heures de cortisol, qui est un hyperglycémiant. On va travailler dans un environnement pour lequel on va essayer la manière la plus efficace de contrôler le stress, qui lui aussi est un hyperglycémiant. Ceux qui veulent utiliser les anesthésies adrénalinées peuvent parfaitement le faire, de même que le méopa. Les patients qui souhaitent avoir recours à des barbituriques ou des narcotiques, ça pose aucun problème, hein. On peut leur prescrire de l'Avlane, qui a une demi-vie un peu plus adaptée à notre pratique que le Lexomil, Avlane avec un H. La couverture antibiotique préopératoire est obligatoire. Lorsqu'il y a des mises en charge immédiates, eh bien, là aussi, il faut faire attention. Il va y avoir une modification du régime alimentaire. Les gens ne vont plus manger la même chose par précaution. Donc là aussi, il faut penser à ajuster le traitement. Il faut bien en parler aux patients. Le suivi post-opératoire rapproché va inclure un contrôle glycémique capillaire au bout du doigt avec le petit glucomètre. Hein. Tout le monde peut s'équiper. Ça, c'est vraiment pas cher et c'est tout à fait efficace. On recommandera après intervention une alimentation molle, ça comme chez les diabétiques comme chez les non-diabétiques. Certains patients ont des problèmes de flux salivaire raréfiés. Il ne faut pas hésiter à prescrire des substituts salivaires. Enfin, la mise en place d'une maintenance implantaire et d'une maintenance parodontale tous les 3 mois sera absolument fondamentale chez ces patients. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Un mot aussi, parce que ça correspond aussi à une question sur les résultats que vous avez eus à l'ADF par rapport au dépistage. Comment ça s'est traduit en termes de chiffres? Eh bien, sur les 2000 personnes qui ont été non pas diagnostiquées, c'est pas un diagnostic, hein, on n'a pas fait de prise de sang, on a fait une mesure au bout du doigt, c'est une glycémie capillaire, et donc c'est pas aussi précis. Et puis les personnes ne sont pas à jeun, bien entendu, on fait le dosage à tout moment de la journée. Et ça nous donne des indications assez précises. Et parfois, on tombe sur des sujets hors limite. Donc, on a vu passer des gens avec des glycémies de 3, de 4. Je vous assure que c'est impressionnant, hein. Et c'est pas forcément des gens obèses, machin, pas du tout. On a des gens costauds, hein, certes, un peu baraqués, mais une glycémie de 4, c'est monstrueux. Et je me revois encore ces personnes, parce que c'est assez marquant. Et qui arrivait au détour du congrès de l'ADF et qui disait, et alors je leur disais, mais vous allez bien en ce moment? Tout va bien dans la vie? Vous êtes en bonne forme? Ah, je suis barbouillé là depuis une quinzaine de jours, je suis pas bien, je dors mal, je fatigue vite. Je dis oui, je crois que j'ai un début d'explication. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur remet un document. Alors ça, c'est toute la stratégie de l'association Leader Diabète depuis 2008, hein, comme je vous ai dit, qui fait des dizaines de milliers de dépistages chaque année. Donc, on remet au patient une enveloppe sur laquelle on va mettre la date, mettre le dosage du jour à destination de son médecin traitant et qui, lui, va nous renvoyer une partie de ce document qu'on peut couper en deux dans une enveloppe prépayée.
ce qui nous permet, nous, d'avoir une idée du devenir de ces patients et de leur prise en charge par la caisse, par la CPAM. Combien on en a eu? On en a eu 163 sur 2000. 163 personnes qui étaient diabétiques sans le savoir. Donc, on considère qu'on a quand même, on a bien fait de se réveiller ce jour-là et d'aller bosser. Et d'ailleurs, si jamais il y a des volontaires pour nous rejoindre, n'hésitez pas. Hein. Leader Diabète, vous pouvez trouver le site facilement, LIDER, plus loin diabète. C'est une association où il suffit d'être volontaire pour participer partout où que vous soyez en France. Les Lions Club organisent régulièrement des dépistages du diabète et les chirurgiens dentistes ont toute leur place dans ces dépistages. On a justement besoin de bénévoles des professions de santé. On travaille avec énormément d'infirmières qui sont en général très enthousiastes pour nous aider dans ces campagnes de dépistage. Et on a vraiment besoin des chirurgiens dentistes qui sont dramatiquement absents. On les voit jamais. Et comme en ce moment, avec l'UFSBD, on est en train de préparer une plaquette qui sera pour une première version destinée aux chirurgiens dentistes et pour une deuxième version destinée au public, eh ben, je pense que la boucle sera bien bouclée quand un certain nombre de consoeurs et de confrères voudront bien, là où ils exercent, se rapprocher des clubs Lyon où ils habitent et participer à ces opérations de dépistage. C'est vraiment le cœur de notre métier, hein, quand on a un peu d'humanisme, évidemment. Très bien, on va pouvoir conclure cette soirée, c'est cet appel à l'engagement terrain, à agir aussi en dehors du cabinet, hein, c'est ce qu'on prône aussi à l'UFSBD. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et cet éclairage. C'était un plaisir. C'est toujours intéressant d'avoir un éclairage sur quelque chose qu'on connaît, mais qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et c'est surtout quelque chose qu'on peut aussi appliquer en pratique, et c'est le but de ce qu'on fait avec ces conférences.